Bon, écoutez, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette donc dernière séance de la 4e année du séminaire Décoloniser l'inconscient. Donc merci à vous d'être venus en bravant la chaleur et en restant dans cette atmosphère de l'amphithéâtre de Sainte-Anne. Et donc pour cette dernière séance, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Fabrice Bourlaise, qui est donc psychanalyste, psychologue clinicien et philosophe, et qui vient tout juste de publier un nouveau livre intitulé donc Tact. Je vais le mettre un peu comme ça, et puis surtout Tact, remanier la psychanalyse avec les féministes et les queers. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Fabrice Bourlaise, permettez-moi de vous le présenter très brièvement. Alors comme je le disais, Fabrice est docteur en philosophie. Il a soutenu sa thèse à l'université Lille 3, c'est bien ça? Oui, et en Italie aussi. Et en co-tutelle donc avec l'université de Pise. Il est également donc psychologue clinicien, diplômé de l'université Paris 7. Et bien sûr, il est psychanalyste et pratique en cabinet libéral à Paris. Il enseigne également à l'École supérieure d'art et de design de Reims. Et il est co-titulaire de la chaire Troubles, Alliance et Esthétique à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et enfin, il transmet aussi la clinique analytique à l'Institut international de psychanalyse au Brésil. Et enfin, et surtout, pour ce qui nous concerne donc aujourd'hui, Fabrice Bourlaise est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles que je n'aurai bien évidemment pas le temps de tous citer ici, mais laissez-moi tout de même vous citer donc ces ouvrages principaux. Alors il y a d'abord eu Pulsion pasolinienne, publié aux Presses du Réel en 2015, qui je crois est issu de la thèse de doctorat, une réécriture de la thèse de doctorat, et qui déjà, je crois, convoque en partie le concept de littérature mineure, qui ensuite reviendra au cours des élaborations ultérieures de Fabrice. Et puis, il a donc publié aussi en 2018 un ouvrage donc, qui s'intitule Queer Psychanalyse, clinique mineure et déconstruction du genre, paru aux éditions Hermann dans la collection Psychanalyse en question. Et c'est un livre, pour ceux qui suivent un peu ce séminaire dont j'ai déjà beaucoup parlé, puisque c'est un livre en quelque sorte sur la scène française incontournable pour parler des liens ou de l'articulation entre le champ psychanalytique et celui des études du genre et des études queer. Et c'est un livre aussi indirectement que Fabrice Bourlaise était venu, je dirais en quelque sorte, pas nous présenter, mais déjà évoqué au cours de la 2e année du séminaire Décoloniser l'inconscient, qui s'appelait Créoliser l'inconscient, et qui était donc dédié en partie au travail d'Édouard Glissant, le penseur martiniquais, et aussi également donc au travail de Deleuze et Guattari, et notamment donc au grand texte de la schizoanalyse. Et Fabrice Bourlaise était donc venu nous présenter le livre sur Kafka, sous-titré Pour une littérature mineure, d'où est tiré donc le concept, je pense, sur lequel Fabrice reviendra tout à l'heure, de clinique mineure, qui énerve l'ensemble de son travail. Et donc, enfin, cette année, il y a quelques mois à peine, donc Fabrice Bourlaise a publié ce nouveau livre, là cette fois aux Presses universitaires de France, dans la collection critique, donc sous-titré Remanier la psychanalyse avec les féministes et les queers. Mais avant de lui céder la parole, j'aimerais d'abord vous dire en quelques mots pourquoi il m'a semblé particulièrement important que Fabrice Bourlaise vienne nous parler ce soir donc, de son nouvel ouvrage, pour clôturer donc cette année de séminaire qui avait pour titre, pour ceux qui ont pu un peu le suivre, Noirceur et opacité. Autrement dit, j'aimerais vous expliquer le plus brièvement et simplement possible pourquoi ces notions de noirceur et d'opacité et la tension que ces notions s'efforcent de saisir, à la fois à l'intérieur du champ analytique, mais aussi à l'intérieur du champ des études critiques, et notamment des études critiques sur la race,
eh bien, recoupe en grande partie le remaniement opéré par Fabrice Bourlez dans le champ de la clinique analytique à partir de la notion de tact. Et vous verrez que c'est une notion qu'il écrit au pluriel. Et ça a toute son importance. Alors, le point de départ de ma réflexion cette année dans le séminaire s'est situé autour de ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelle le trou dans le symbolique. Autrement dit, autour de cette béance structurelle constitutive de notre condition de ce qu'on appelle le par-l'être, c'est-à-dire un trou qui ne se réduit pas simplement à un manque ou à une absence, qui laisserait supposer qu'on pourrait adéquatement le combler, mais qui désigne chez Lacan un vide réel, irréductible, qui énerve chaque subjectivité. Puisque ce trou est le lieu où, en nous, les mots s'arrêtent et où le sens déraille et où nous nous cognons à ce qu'on ne peut ni en dire ni comprendre dans notre fonctionnement pulsionnel, désirant, et qui ne cesse pourtant de revenir, d'insister, de se répéter, de s'imposer à nous contre notre volonté. Le trou, donc, dont nous sommes partis, est ce point où la langue se défait, où le social se dérobe, où l'intime bascule dans l'énigme. C'est au fond le lieu de notre plus grande vulnérabilité, mais aussi le lieu où on peut s'exercer, donc c'est le lieu de notre vulnérabilité, mais aussi donc ce lieu où peut s'exercer, là je dirais socialement, politiquement, philosophiquement, la plus grande violence politique. C'est là pourquoi d'ailleurs, comme nous avons pu le voir au cours donc, de cette année de séminaire, ce trou qui nous habite tous peut être investi de différentes manières et donner lieu à différents théâtres ou à différentes scènes qui sont radicalement opposées, entre noirceur, comme vous allez le voir, et opacité. Alors ce trou, il peut d'abord, je dirais donc, comme j'ai essayé de le montrer cette année, se remplir de noirceur. Comme l'avancent des penseurs afro-pessimistes comme Calvin Warren ou Frank B. Wilderson, mais aussi comme peut le penser le penseur queer Lee Edelman, comme il l'a fait donc là dans son dernier ouvrage qu'il a appelé Bad Education, et notamment dans l'introduction de cet ouvrage qui s'appelle Psychanalyse, théorie queer et afro-pessimisme. Lee Edelman nous dit donc que ce trou peut donner naissance à une ontologie de l'abjection, de la marginalisation, de la racialisation. Car dans l'espace social et politique, ce vide symbolique se doit d'être caché, obturé, et donc aussi toujours projeté sur certains corps, à savoir ceux des minorités sexuelles, racisées, précarisées, qui viennent, comme l'écrit Edelman, suturer le manque en l'incarnant dans leur corps. Edelman le dit très clairement, certaines subjectivités sont forcées d'incarner le vide pour que d'autres puissent croire à leur complétude. Et c'est ainsi donc que les figures, souvent des femmes, les figures des queers, les figures des racisés, en viennent à servir de bouchons et se retrouvent ainsi par la même occasion condamnées à représenter ce que l'ordre dominant, c'est-à-dire l'ordre hétéro-patriarcal et colonial, ne peut assumer de son propre vide sans voir ses fondations vaciller. Scène qui, il ne faut jamais l'oublier, ne va jamais sans sa contrepartie glorieuse, et je mets des guillemets pour faire résonner l'ironie, c'est-à-dire cette scène qu'on appelle la scène de la blancheur, cette scène de la blancheur ontologique qui se pense comme complète cette fois-ci, comme transparente, comme innocente de toute faille, et qui ne tient pourtant debout qu'en projetant cette faille sur les peuples dits mineurs ou racisés, pour ne pas avoir à en assumer le vide par elle-même et pour elle-même. Scène de la blancheur qui malheureusement est aussi souvent celle sur laquelle se déploie une forme de psychanalyse en mode majeur, comme l'appellera Fabrice Bourlez, c'est-à-dire une psychanalyse qui ne pense pas la scène de la noirceur, mais qui au contraire
tendrait même à incriminer l'ensemble des théories critiques qui s'efforcent d'en dénoncer la violence, comme de pures et simples théories woke venant mettre en péril l'édifice universel d'un appareil métapsychologique où la recherche pure de la singularité suffirait à penser pour tous un rapport authentique à l'inconscient, la même où l'appareil métapsychologique qui permet d'entendre ces inconscients, mais aussi de les interpréter, porte en fait la marque d'une hétérosexualité patriarcale et coloniale, s'ignorant elle-même. Psychanalyse en mode majeur, donc, que nous avons commencé à remanier, pour reprendre le terme, de Bourlaise, dès la première séance, en recevant le psychanalyste et philosophe Tami Ayouch, qui, dans son livre La race sur le divan, nous a montré comment et pourquoi la psychanalyse, dès l'instant qu'elle se refuse d'assumer son inscription historique, c'est-à-dire son inscription sur la scène blanche, hétéropatriarcale et coloniale, en vient, en fait, à participer à son insu à la reproduction de la scène de la noirceur. Là où, au contraire, la prise en compte radicale de cette scène de la noirceur et de celle qui lui fait face, celle de la blancheur, pourrait nous permettre de déplacer la psychanalyse, de la situer, d'en faire un discours traversé, affecté, contesté par les peuples racialisés et mineurs. Bref, à en faire un champ de lutte à partir duquel repenser les concepts fondamentaux de la psychanalyse, comme le concept de transfert, comme nous le verrons, mais aussi bien sûr le concept de tact. Or, c'est précisément pour continuer à avancer dans une telle direction, donc autour d'une subversion, d'un remaniement de la psychanalyse au-delà de la scène de la noirceur ou inversée de la blancheur, que j'ai ensuite tenté d'avancer lors de la deuxième séance du séminaire, l'idée qu'il serait possible de substituer à la scène de la noirceur celle d'une poétique de l'opacité, telle que défendue par le penseur martiniquais Édouard Glissant. Poétique de l'opacité qui ne fixerait plus les peuples mineurs et racialisés à l'endroit du vide abjectisé, mais qui ouvrirait au contraire sur un espace de retrait où chacun et chacune à sa manière, dans sa singularité, aurait le droit de ne pas être compris trop vite. Autrement dit, de ne pas être interprété systématiquement sur un mode majeur. Poétique de l'opacité, donc, contre-abjection de la noirceur, qui nous inviterait, et contre aussi interprétation systématique en mode majeur, qui nous inviterait à habiter d'une autre manière le trou du symbolique, non plus comme stigmate, mais comme puissance relationnelle, non plus comme noirceur, mais comme principe de connexion sur un dehors, sur le divers, aurait dit Glissant, lui-même connecté sur une forme de non-savoir. Non-savoir fragile, mouvant, dont le paradigme ne serait plus la gonfle phallique, mais quelque chose de similaire à ce que Georges Bataille appelait l'expérience intérieure, c'est-à-dire un espace venant contester toute forme d'autorité ou de savoir qui ne serait pas fondée sur l'expérience de l'analysant lui-même, comme a pu nous l'expliquer Jacques Nassif lors de la 3e séance du séminaire. Intervention qui, là encore, je crois, nous invitait à remanier la psychanalyse à partir d'une relecture de Bataille, insistant sur l'abandon nécessaire du savoir du maître ou de la volonté de maîtrise que ce savoir engendre systématiquement, pour ouvrir au contraire la psychanalyse à ce que Bataille nommait l'hétérogène, autrement dit à cette zone obscure, opaque, non intégrable, qui échappe à toute dialectique et qui pourtant constitue la zone même de ce que, je crois, Fabrice Bourlaise appellera l'intouchable. Cette zone des muqueuses ou des fluides que la psychanalyse, en mode majeur, entend la plupart du temps tenir à l'écart de sa propre investigation. Et c'est donc là, me semble-t-il, que votre travail, Fabrice Bourlaise, rejoint en profondeur tout ce que nous avons tenté de penser cette année. Comment faire en sorte que le point d'indicible, le point d'intouchable, ne soit pas figé dans la noirceur, mais qu'il devienne au contraire le cœur battant d'une psychanalyse à venir,
d'une psychanalyse sur un mode mineur, d'une psychanalyse donc capable de toucher à l'intouchable, sans brutaliser ce qu'il y a de plus vivant, mais aussi de plus fragile, de plus vulnérable, de plus sensible, de plus douloureux en nous. Ce lieu du trou, donc, de la perte, mais qui est aussi le lieu où chacun, à sa manière, se noue au dehors et aux autres. Et qui ne peut donc être touché qu'avec la plus grande délicatesse, qu'avec la plus grande finesse, avec la plus grande prudence. Vous écrivez à ce propos, Fabrice Bourlaise, je vous cite, « Avoir du tact ne signifie pas seulement savoir se taire quand il le faut et dire les choses avec délicatesse au bon moment. Faire preuve de tact, c'est non seulement être précautionneux dans la façon de nouer et dénouer les fils de chaque sujet, mais c'est réussir aussi à s'approcher d'une limite inatteignable, trouver les moyens, à travers les mots, de toucher à ce qui résiste à se dire et qui fait pourtant souffrir, soit l'intouchable. » C'est page 40-41 de votre livre. C'est donc en direction de cet intouchable et des diverses tactiques, comme on le verra, que votre livre met en place pour l'approcher, que je vous cède donc maintenant la parole. C'est à vous. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Merci d'être présent dans la salle et puis en virtuel, il y a du monde aussi, donc je salue évidemment tout le monde. En vrai, on se tutoie quand il sort de ces pages, donc on va continuer à se tutoyer. Hein. Et j'ai pas écrit véritablement de texte, donc excusez-moi si je suis un peu brouillon, mais je voudrais faire avec vous trois choses. La première, c'est un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Et puis, la deuxième chose que je voudrais faire avec vous, c'est vous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de tact, plus que de définir le tact. Je pense que c'est toujours plus intéressant de dire comment les choses, ou comment les éléments, ou les concepts, mais je ne sais pas bien si c'est un concept, si c'est une métaphore, si c'est... Enfin, si j'ai une petite idée de ce que c'est le tact, mais je le garde en dernier peut-être, mais comment ça fonctionne, en tout cas, le tact, plutôt que de définir une fois pour toutes le tact. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais faire avec vous. Et en vous expliquant comment ça fonctionne le tact, je voudrais peut-être essayer d'expliquer pourquoi j'ai mis tact au pluriel. Et puis dans un troisième temps, j'espère que vous aurez 2-3 questions et qu'on pourra discuter ensemble. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles je me suis décidé à écrire ce livre, moi je travaille souvent comme ça, c'est que ça m'est apparu comme une nécessité, en fait, de remettre ce concept sur le travail, qui est un concept, en fait, un petit peu oublié des textes psychanalytiques. Le tact, c'est un peu démodé. En fait, on n'en parle pas beaucoup si on regarde les dernières publications des analystes, en tout cas au moment où je préparais ce travail. Il y avait peu de choses qui tournaient autour de ce concept-là, autour duquel pourtant tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut du tact quand on est analyste, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut essayer d'être un peu délicat, on ne va pas brusquer les gens, quoi. C'est un peu ça l'idée qu'on a tous du tact. D'ailleurs, il faut peut-être partir de là. Tact, en fait, quand on fait une recherche sur un site comme ceux de la BNF, c'est un concept qui apparaît... 17, 18e siècle, comme ça, dans les manuels d'éducation pour jeunes filles dans les pensionnats, en fait. On apprend à avoir du tact, c'est être bien élevé, c'est ne pas soulever un sujet qui fâche, etc. Bon, donc, évidemment, c'est pas du tout mon idée de comment fonctionne le tact, c'est pas d'être bien poli et d'être bien gentil, on va même essayer de montrer que c'est peut-être un peu le contraire. Mais bon, pourquoi j'ai décidé de vouloir revenir sur ce concept-là, c'est que plusieurs choses. Effectivement, moi-même, dans ma clinique, il m'est arrivé vraiment de brusquer les gens. C'est-à-dire, le livre commence par une foirade, en fait. Un cas clinique qui a raté, où je vais beaucoup trop vite pour le sujet que j'entends. J'ai l'impression de faire une interprétation grandiloquente et en plus tout à fait dans les clous de ce qu'on m'a appris à l'école de psychanalyse. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail du cas, mais il m'est apparu que si on fait ça, la personne décampe, en fait, et ça ne marche pas.
Et puis, parallèlement à cette époque où je me dis, bon, bah alors il faut peut-être travailler sur ça. Personnellement aussi, il m'est arrivé dans mon parcours analytique de rencontrer un analyste qui a été vraiment extrêmement, enfin qui m'a marché dessus, quoi, qui m'a roulé dessus. C'était une sorte de Rolls-Royce de la psychanalyse qui m'a un peu roulé sur les pieds et ça fait du mal. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de aussi réfléchir à cette question du tact. Et puis, donc j'ai commencé à lire des trucs sur le tact. Je suis allé voir un peu Freud, un peu Ferenczi, un peu Reich, des gens dont je vais vous parler tout de suite. Mais la raison pour laquelle il m'est apparu qu'il était nécessaire de parler du tact, c'est que, au fond, dans le champ psychanalytique, très souvent, au moins depuis la mort de Lacan, mais en fait, on pourrait peut-être faire une généalogie plus au long cours, on s'aperçoit que des analystes, quand il s'agit d'aborder les questions d'avancée sociale, en fait, c'est-à-dire de droits des minorités, de droits des femmes, de droits des personnes LGBT, des analystes prennent des positions au nom du savoir de l'inconscient, au nom du symbolique, qui, pour le moins, manquent terriblement de tact. Hein. Donc, au moment où moi je préparais le bouquin, il y a... enfin, je vais citer Elisabeth Roudinesco, mais j'ai absolument, je respecte son travail, mais enfin, elle a quand même eu cette sortie très douloureuse pour les personnes appartenant à la dite minorité trans en plein Covid. Elisabeth Roudinesco, dans une émission de télévision, dit on est en pleine épidémie trans. Bon, ça fait un peu, c'est pas très adroit, c'est pas plein de tact comme intervention. Et en fait, si on regarde les prises de position au moment du mariage pour tous, au moment du Pax, bon, on peut se dire que très souvent, curieusement, alors que d'un côté, les psychanalystes disent « Ah ben dans le cabinet, il faut vraiment avoir du tact, sinon les gens décampent », en fait, quand ils prennent la parole publiquement, on peut s'apercevoir qu'il y a des fois où les prises de position sont annonnées, énoncées avec beaucoup de certitude et font très mal. Et donc, je me suis dit, bon, alors peut-être que ça vaut le coup de s'interroger un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ce tact, comment ça fonctionne le tact dans une analyse, et peut-être que on verra, je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont ces débordements-là, et puis peut-être qu'on essaiera de trouver une autre voie, en fait, pour continuer d'inventer une manière de travailler avec la psychanalyse qui soit... éthique, quoi, et qui soit ouverte au cas par cas, et au cas par cas, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit l'orientation sociale de la personne qu'on écoute, quoi. Bon. Il y a un truc que j'essaye, et c'est une autre raison pour laquelle je me suis décidé à travailler ce bouquin, c'est que ce bouquin, tu l'as dit, il prend un peu la suite d'un livre précédent que j'avais écrit qui s'appelait Queer Psychanalyse, et où au fond, la question était assez similaire, c'est-à-dire que dans Queer Psychanalyse, j'essayais d'articuler les rapports entre, d'un côté, les théories queer, qui sont très critiques par rapport à la psychanalyse, et de l'autre, j'essayais de garder en main l'éthique psychanalytique, et mon idée, c'était qu'il était tout à fait nécessaire de faire dialogue, plutôt que enfin c'est l'image que j'emploie très souvent, mais plutôt que d'opposer la psychanalyse d'un côté et les théories queer de l'autre, comme si c'était des opposants sur un match de boxe, comme ça, sur un ring. Moi, ce que je proposais, c'était plutôt de s'embrasser sur le ring. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas réfléchir le champ des sexualités et du sexuel tel qu'il est pensé, abordé par la psychanalyse, sans prendre en compte les critiques, les apports, les réflexions déconstructives qui ont été amenées par le champ des théories queer. Bon. Et donc, ce livre-là, tu l'as dit, en France, c'était un peu novateur d'essayer de faire ça à l'époque où je l'ai écrit, mais il m'a semblé très important aussi aujourd'hui pour amener un second jalon à ce que j'appelle effectivement en opposition à une clinique majeure, qui est une clinique qu'on apprend dans les écoles de psychanalyse, une clinique qui a pour tenant et aboutissant... surtout une pensée qu'on pourrait qualifier de straight, hétérocentrée, une clinique où, au fond, la famille nucléaire, c'est toujours papa, maman, bébé, une clinique très édipienne, très triangularisée, très white aussi, il faut bien le dire. En tout cas, bon, voilà. À cette clinique majeure-là, moi, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de faire valoir, de confronter une autre clinique que j'appelle mineure,
effectivement dans la lignée de ce que Deleuze et Guattari pouvaient dire sur la littérature mineure de Franz Kafka, à savoir une clinique qui est en connexion avec les minorités, c'est-à-dire avec toutes celles et tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la langue majeure qu'on nous apprend dans les écoles de psychanalyse, dans la langue majeure hétérocentrée, dans la langue majeure très universelle, très blanche. Et tu faisais très bien de citer le livre de mon ami Tami Ayouch, qui est vraiment remarquable là-dessus, sur cette manière d'essayer d'un petit peu nous décaler par rapport à l'universalisme impensé avec lequel le savoir psychanalytique s'avance très souvent sur le champ de la pensée et de l'inconscient. Et bref, il me semblait que c'était important de travailler à une clinique mineure, mais clinique mineure qui donc déconstruit en quelque sorte la manière straight, majoritaire, majeure, en connexion donc avec ce que disent les peuples mineurs, les minorités, de la manière dont nous lisons l'inconscient en tant que psychanalystes, et nous critiquent, à raison, hein. Mais il me semblait aussi que, si ce livre précédent, il avait ouvert une sorte de déconstruction politique du champ psychanalytique, de la métapsychologie psychanalytique, il me semblait très important aussi, parce que mon idée, quand je dis il s'agit de trouver les moyens de s'embrasser sur le ring entre minorité sexuelle et psychanalyste, il me semble très important aussi de revenir à ce qui se passe dans le cabinet, en fait. C'est-à-dire que l'intention et l'ambition de ce livre que j'ai écrit, Tact, c'est vraiment d'essayer de penser à ce qu'il se joue, que l'on soit dans l'institution de soins psychiatriques ou que l'on soit dans le cabinet, à ce qui se joue dans le cadre des cures, quoi. C'est-à-dire à cette rencontre si singulière qui peut se nouer entre un analyste et un analysant, entre une analyste et une analysante. Donc il me semble très important de faire une sorte de torsion, si vous voulez, toujours, entre déconstruction politique d'un côté et écoute de l'inconscient de l'autre, mais aussi entre déconstruction politique et réflexion vraiment technique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans un cabinet ? Comment ça se passe dans un cabinet ? Et c'est pour ça que le concept de Tact m'est vraiment apparu comme une sorte de plateforme utile à la croisée du théorique, du politique, mais aussi du technique. Parce que le tact, c'est vraiment un truc de ce qu'on appelle la technique psychanalytique, c'est-à-dire ça apparaît dès les conseils que Freud peut donner aux jeunes médecins au début de son travail d'investigation de l'inconscient. Donc ça, c'est un point vraiment très important. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit bien sûr de faire des généalogies critiques de nos concepts en tant qu'analyste, en tant que psychologue. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant le phallus, la castration, l'autre jouissance, l'impulsion, la libido, sans faire l'effort de questionner les enjeux politiques qui se cachent derrière ces concepts. Et surtout, sans faire l'effort de s'interroger sur, tiens, est-ce que ces concepts s'articule comme dans une langue majeure qui ne s'aperçoit même pas qu'elle est en train de discriminer toutes celles et tous ceux qui ne la parlent pas forcément en première langue, cette langue majeure. Okay, donc minoriser nos concepts d'un côté. Et de l'autre, la torsion, c'est celle de se dire, vraiment je veux être très clair là-dessus, pour moi il ne s'agit pas juste de dire oh là là les psychanalystes sont tous des ringards et toutes et tous manquent de tact et on va jeter cette discipline datée qui ne fait que reproduire des discriminations. Pas du tout. Pour moi, il est tout à fait fondamental de défendre le travail, l'originalité, la singularité, l'exceptionnalité du travail qui peut se mener avec chacun, chacune, au cas par cas, dans le cadre d'une cure. Donc c'est un peu un truc, oui, on pourrait dire d'hystérique insatisfaite aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait satisfait quand je lis les trucs politiques où on tire à boulet portant sur la psychanalyse en disant la psychanalyse est une vieille conservatrice, une vieille dame qu'il s'agit d'abandonner. Et je ne suis pas non plus tout à fait satisfait si on ne parle pas un tout petit peu de clinique, quoi. Bon, bref. J'ai mis mon insatisfaction au cœur de mon travail, j'ai mis au travail mon symptôme, on s'arrange comme on peut avec ces névroses, chers amis, quoi. Donc, autre raison pour laquelle il me semblait intéressant d'utiliser ce terme j'insiste, de la technique psychanalytique qu'est le tact, et je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne le tact, mais il me semblait que aussi c'était important voilà, c'est ça que ça veut dire remanier la psychanalyse.
Remanier la psychanalyse, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de reléguer la psychanalyse dans l'oubli. On remanie la psychanalyse comme on retouche la psychanalyse comme on pourrait retoucher une robe, si vous voulez. On peut la retoucher, on peut faire un peu voilà, on peut mettre des épingles pour qu'elle habille un petit peu mieux le contemporain, qu'elle écoute un petit peu mieux le contemporain. Et par ailleurs, dans l'idée de remanier la psychanalyse avec le tact, ce qui me semblait intéressant, c'est que ce concept de tact, il vient du mot tactus, latin. Et le mot tactus latin, ça veut dire toucher, en fait. Et donc, il me semble que si il s'agit de remanier les concepts de la psychanalyse, dans remanier, il y a remettre la main, en fait, sur les concepts de la psychanalyse. Et ce qui me semble intéressant avec ce concept de tact, qui vient du mot toucher latin, c'est que les corps, en fait, rentrent en ligne de compte directement dans la technique psychanalytique. Et les corps rentrent en ligne de compte aussi dans les politiques psychanalytiques et dans les manières de penser notre exercice en tant que praticien, praticienne de la psychanalyse. Vous voyez ? Donc, voilà, si je dois récapituler, c'est vraiment, d'une part, le manque de tact de certains collègues qui m'a étonné, l'idée, l'envie de politiser la discipline tout en restant proche de la clinique, l'idée, à partir de là, de faire une généalogie critique du concept de tact qui est un petit peu, et c'est ce que je vais développer tout de suite maintenant, à la croisée de la technique psychanalytique. Qu'est-ce qui se passe dans le cabinet ? Aussi de la métapsychologie psychanalytique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit ce qu'il se passe dans le cabinet, avec quel concept on pense la cure, avec quel concept on pense le sujet de l'inconscient. Et puis, je pense aussi que ce concept de tact, il est aussi très politique, en fait. Et je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui. Si je devais un tout petit peu dire quelle est mon ambition, c'est très humble ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de penser ce qui se passe dans mon travail avec les personnes que je rencontre en cabinet. Moi, je crois qu'il y a on a peut-être un défi, surtout quand, comme moi, voilà, on appartient à une minorité sexuelle et on a beaucoup lu et on a beaucoup milité à partir des textes issus du champ des minorités sexuelles. Je me dis qu'il y a double exercice à faire et que le concept de tact m'aide à poursuivre cet exercice, pour le dire d'une formule un peu je crois qu'il est un peu forte. Il s'agit vraiment d'arriver à sortir le transfert et l'interprétation, qui sont selon moi vraiment le transfert et l'interprétation, les clés même du travail de l'analyste. C'est-à-dire que la spécificité du travail de l'analyste, c'est quoi ? C'est qu'on parle dans le champ de la psychanalyse, le dire est sous transfert, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'analyste comme à quelqu'une d'autre que le parent, l'ami, la famille. Il y a vraiment cette espèce de drôle de truc qui a une forme d'énonciation très singulière qui appartient à la psychanalyse parce que c'est un dire qui est sous transfert, d'une part. Je pense qu'il faut repenser ce transfert et l'interprétation, c'est-à-dire que parce qu'il y a le transfert, vous pouvez interpréter, c'est-à-dire que parce qu'il y a le transfert, votre parole en tant qu'analyste risque d'avoir un effet sur la personne que vous écoutez. Eh bien, je crois que le transfert et l'interprétation, il s'agit vraiment de les repenser à côté, je dirais, de la matrice phallogocentrée, pour le dire avec Derrida, avec laquelle on nous a transmis la psychanalyse. Phallogocentrisme, c'est un mot valise que Derrida crée en relisant Freud et Lacan. Il y revient à de nombreuses reprises dans son travail de déconstruction du savoir philosophique et psychanalytique. Et le phallogocentrisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, l'inconscient a été abordé à partir d'un concept clé qui est quand même le phallus, très souvent, si on pense au Lacan du structuralisme, vraiment, le phallus, c'est cet objet un peu paradoxal, à ne pas confondre avec le pénis, mais qui s'appelle quand même le phallus, donc c'est quand même un peu difficile de ne pas le confondre avec le pénis, mais enfin bon, disons qu'on ne le confond pas avec le pénis, et qui va organiser toute la structure désirante de chaque sujet. Bon, ok, donc le phallus est quand même très très présent, et logocentrisme, la psychanalyse tourne beaucoup autour de la parole, quand même. Donc, phallogocentrisme, une parole qui s'articule à partir d'un objet très paradoxal, qui est le phallus. Ça semble un petit peu être une sorte
de trucs qui limitent, au fond, les écoutes psychanalytiques, je crois. Parce que qu'est-ce qu'on fait de personnes qui ont, pour le dire avec Judith Butler, qui revendiquent un phallus lesbien, par exemple. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment d'essayer de sortir de son carcan un peu, impensé, inconscient, la discipline elle-même, et ce carcan, on pourrait le définir comme phallogocentrique, quoi. C'est-à-dire encore, toujours, trop centré sur la présence de la parole articulée à partir de ce concept qu'est le phallus. Bon. Alors le tact, pour ça, me semble un truc utile, une plateforme, un objet de réflexion très utile, parce que justement, le tact, ça convoque les corps. Ça convoque les corps dans leur présence dans la séance. Et mon pari, c'est de dire ça convoque les corps dans leur diversité aussi. Donc je vais essayer de reprendre un peu, c'est pour ça que j'ai mis tact au pluriel, donc j'en viens à la deuxième partie de mon exposé. J'espère que je ne vais pas trop vite, ça va, bon, vous me direz, hein, j'ai encore 2-3 choses à vous raconter, vous inquiétez pas. Je voudrais essayer de vous montrer comment fonctionne le tact, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre tact au pluriel, avec un S dans ce livre, parce que pour moi, au fond, le tact, si vous voulez, ça nous propulse au cœur de l'analyse, et ça nous propulse au cœur de l'analyse en nous faisant tout le temps basculer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez le triangle les œuvres de Escher, qui est un artiste néerlandais, qui est très connu pour ses gravures, où il utilise beaucoup le triangle de Penrose. Je ne sais pas si vous voyez le triangle de Penrose, c'est un truc où, en fait, c'est un triangle, une sorte de forme de topologie un peu impossible, où en restant toujours, ça ressemble un peu à la bande de Mébius aussi, mais une bande de Mébius un peu sous forme de triangle. Vous voyez la bande de Mébius, la bande à partir de laquelle on marche de l'intérieur et sans s'en apercevoir, on passe à l'extérieur et puis on repasse à l'intérieur sans s'en apercevoir. Bon, Escher reprend cette figure topologique qu'est le triangle de Penrose pour faire une œuvre où, comme ça, il y a un escalier où on passe d'un pôle à un autre d'un triangle en marchant sur des marches d'escalier, et où on passe de l'intérieur à l'extérieur du triangle, et où on passe, à mon avis, d'un pôle métapsychologique à un pôle technique, à un pôle politique. On est vraiment toujours en train de basculer avec le tact de questions techniques, comment est-ce qu'on fait dans le cadre de la cure, qu'est-ce qui se passe dans une séance, à des questions beaucoup plus profondes qui relèvent du transfert et de l'interprétation, des questions métapsychologiques. Et pour moi, le tact nous fait aussi toujours basculer à du politique. Technique, métapsychologique et politique, pour moi, sont un peu les trois dimensions avec lesquelles on travaille la clinique, en fait. La question clinique, pour moi, c'est la question clinique fondamentale. Je dirais qu'elle est très simple et très compliquée à la fois. La question clinique que chacune d'entre nous qui travaillons en institution, en cabinet, on a à se poser, je crois, c'est comment entendre. Comment est-ce qu'on entend ce que nous disent les gens? Cette question comment entendre, elle a des ressorts techniques, elle a des ressorts métapsychologiques, mais elle a aussi des enjeux radicalement politiques. Donc comment est-ce qu'on entend la parole des gens? Je crois que c'est ça la question du clinicien ou de la clinicienne, quoi. Bon. Alors, d'un point de vue technique, en fait, on n'a pas grand-chose quand on est psy. Hein, parce qu'à l'inverse de tous les gens qui travaillent dans le coaching, qui ont des protocoles, qui font des TCC, qui font de l'hypnose, quand on est analyste, en fait, Freud, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Il dit fermez-la, n'en dites pas trop. Il dit dites aux gens de dire ce qui leur vient, libre association. Et puis il dit allongez-les et mettez-les sur le divan. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on trouve dans les conseils techniques de Freud, quoi. Et il dit, allongez-les sur le divan pour ne pas les toucher. Il y a vraiment une interdiction du toucher chez Freud qui est très présente dès les premiers textes. En fait, il y a une sorte de patouche freudien, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire que, et il le fait parce qu'effectivement, il a en tête tous les débordements qu'il pourrait y avoir et qui, aujourd'hui encore, ne sont pas rares, une sorte de dossier du Monde qui récemment est paru sur des débordements où on joue à touche-touche dans le cadre de la séance, et ça, c'est vraiment très malvenu pour Freud. Donc, pas touche. Hein. Et au fond, le pari de Freud,
c'est de se dire qu'à partir du moment où on ne touche pas l'autre, la parole va s'articuler différemment. Donc là, le premier versant, c'est une interdiction de toucher. Et ce qui apparaît assez vite chez Freud avec cette interdiction de toucher, c'est la mention du tact, justement. C'est-à-dire que parce qu'on ne touche pas, l'analyste va avoir des égards, une manière de s'adresser en séance qui va lui permettre d'aller interpréter le sujet, en fait. D'accord ? Donc, première chose à retenir, il y a une sorte d'interdit du toucher en psychanalyse qui est là depuis Freud, depuis le début de sa technique. Au départ, chez Freud, le tact est un petit peu secondaire, c'est-à-dire qu'il ne le prend pas véritablement en compte. Ce concept, il faut attendre un texte tout à fait fondamental qui est la question de l'analyse profane, en fait, qui est un texte de 1927, où Freud, 1926, 1927, ça dépend des éditions, enfin bon, bref, où Freud insiste sur comment devient-on analyste, en fait. Et à ce moment-là, au moment de la question de l'analyse profane, pour Freud, l'analyste, c'est celui qui, dans le cadre de la séance, dispose du tact. En fait, Freud dit ça, et vous voyez tout de suite qu'on passe d'une question technique à une question politique. Freud dit ça en 1926, et il défend le statut de l'analyste comme celui qui aura du tact dans la séance, pour des raisons qui sont extrêmement politiques. Parce qu'en fait, en 1926, il y a tout un bazar qui se passe autour de Theodor Reich. Theodor Reich est parti vivre aux États-Unis. Il est psychanalyste, mais il est non-médecin. Il est donc profane, c'est ça. L'analyste profane, c'est l'analyste non-médecin. Et en fait, les Américains, aux États-Unis, disent c'est un charlatan. Et Freud prend position et dit pas du tout. Il ne s'agit pas de régulariser, réglementer notre pratique à partir de diplômes. Ce qu'il s'agit d'avoir comme qualité pour être un bon analyste, ça n'est pas un diplôme de psychiatrie, c'est avoir du tact. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que vraiment le concept devient central dans la technique psychanalytique. Et Freud donne une belle définition, plusieurs belles définitions dans ce texte, en particulier dans le chapitre 5 que j'analyse longuement dans le bouquin, de ce que c'est pour lui le tact. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que le tact, pour Freud, c'est un concept spatio-temporel, je dirais. Concept spatio-temporel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un concept avec lequel, pour Freud, l'analyste va pouvoir s'adresser à son patient en s'approchant de l'endroit où ça fait mal pour le patient au bon moment. Peut-être vous... Bon, je ne vais peut-être pas lire les citations, ça ne sert à rien, mais en gros, l'idée, c'est d'arriver à s'approcher suffisamment près de la question du sujet pour que le sujet puisse dire quelque chose de ce qui lui arrive et arriver à trouver le moment juste pour interpréter, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Freud insiste souvent, beaucoup, pour ne pas aller trop vite pour faire une interprétation, pour poser une interprétation. Donc, ni trop vite, ni trop près. Ça, je trouve ça déjà beaucoup plus intéressant que l'histoire du patouche. Mais enfin, ni trop vite, ni trop près. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'interprétation juste en analyse, c'est celle qui va juste à côté, qui tombe juste à côté de l'endroit où c'est insupportable pour le sujet, où c'est indicible pour le sujet. L'interprétation qui tombe juste à côté, c'est celle dont l'analysant va pouvoir, ou l'analysante va pouvoir s'emparer. D'accord ? Et, c'est intéressant de se dire que c'est un concept spatio-temporel parce qu'en allemand, Tekten, c'est comment est-ce qu'on bat la mesure. Tekten, c'est un terme musical aussi. Et vous voyez bien qu'il s'agit de battre la mesure, de trouver le bon rythme pour s'approcher de ce qui fait le plus mal au sujet, pour s'approcher de l'endroit où poser une interprétation. D'accord ? Et en fait, on pourrait presque dire que vous voyez qu'on est... Enfin, ça, c'est Reich lui-même, en fait, dans le Psychologue surpris, qui donne aussi sa définition du tact, et qui dit, en fait, le tact en psychanalyse, on est exactement à l'opposé
de ce qu'on se disait tout à l'heure, le tact, c'est ce qu'on apprend dans les manuels de pensionnat pour les jeunes filles bien élevées. En fait, le tact, c'est l'envers. Le tact psychanalytique, nous disent Freud, quand il ne le dit pas comme ça, mais Reich, en reprenant Freud, le dit très explicitement. Le tact, c'est ce qui va nous permettre de traiter ce dont on n'a pas envie de parler. L'angoisse, l'argent, la merde, la culpabilité, le vilain petit secret inavouable, tout ce que dans la sphère sociale, le tact nous prierait de ne pas traiter, de ne pas dire, de mettre sur le côté. Eh bien, tout cela, c'est ce qui va faire le cœur même de l'analyse. D'accord ? C'est-à-dire qu'en analyse, on va traiter les sujets qui fâchent. Et pour traiter les sujets qui fâchent, il s'agit, on a pour seul outil, le tact. Donc, outil extrêmement fragile, extrêmement labile, extrêmement, vulnérable. En fait, il y a une véritable vulnérabilité du tact, mais qui est néanmoins tout à fait utile pour s'approcher de ce qui est insupportable à dire, de ce qui est insupportable à vivre, de ce qui est insupportable à penser, même parfois pour l'analysant ou l'analysante. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, cette espèce de formulation du tact qui découle d'un interdit du toucher explique aussi en quelque sorte pourquoi on a l'habitude parfois de penser que la psychanalyse met à distance les corps, quoi. Bon, c'est vrai qu'on allonge le corps, interdit du toucher, et on est plutôt du côté de jeux de langage où on va essayer de habilement trouver le bon moment et la bonne distance pour dire quelque chose à quelqu'un en tant qu'analyste. Bon. Moi, je me dis que, enfin, il n'y a pas que moi qui me le dis, c'est Freud lui-même qui le dit. En fait, cet interdit du toucher pourrait se retrouver au niveau métapsychologique aussi. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand Freud pose l'interdit du toucher, en fait, d'un point de vue métapsychologique, quand Freud donne ses premières indications techniques, en fait, d'un point de vue métapsychologique, il a en tête un autre truc qui est fondamental dans la théorie psychanalytique, c'est la question édipienne, évidemment. C'est-à-dire que l'interdit du toucher, on le retrouve d'un point de vue technique, mais on le retrouve aussi d'un point de vue métapsychologique. C'est-à-dire que on pourrait traduire la question édipienne comme un interdit du toucher. Pas trop toucher son père, pas trop toucher l'enfant, pas trop toucher dans le cadre de la famille, sinon ça se passe mal, quoi. Et donc, là, il y a quelqu'un qui, moi, me semble avoir particulièrement bien résumé cela, c'est Didier Anzieux, qui nous explique dans Le Moipeau à quel point, au fond, l'interdit édipien, c'est un double interdit du toucher. Et il explique, et il reprend ça vraiment très clairement, Anzieux, il dit, au fond, notre clinique, elle se base sur un double interdit du toucher. D'un côté, on ne touche pas les patients, mais d'autre part, notre clinique, elle se base sur l'Édipe en tant qu'interdit du toucher. Bon. Et aussi bien pour des raisons politiques que, au fond, pour des raisons éthiques, je trouve ça compliqué de se dire que la métapsychologie psychanalytique se base sur un interdit, en fait. Et donc, dans la deuxième partie du livre, quand j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait bien être le tact d'un point de vue métapsychologique, à part juste quelque chose qui serait corrélatif à l'Édipe, je me suis dit, au fond, il faudrait inventer une métapsychologie du tact qui pourrait se distinguer de la métapsychologie de l'interdit du toucher. Et ça, je le fais parce que Freud lui-même, en fait, dans une lettre qu'il adresse à Ferenczi, s'en veut un petit peu d'avoir pensé le tact, il dit, sur un mode négatif, sur un mode prohibitif, sur un mode interdictif. Il dit à Ferenczi, dans une lettre qu'il lui écrit, parce que Ferenczi lui a envoyé un article qui porte sur le tact, justement, cet article, c'est l'élasticité de la technique psychanalytique. Et dans cet article, Ferenczi essaie de donner sa définition du tact, et Freud lit l'article de Ferenczi, et lui envoie une lettre dans laquelle il lui dit heureusement que
que vous avez écrit ce texte où vous parlez d'élasticité, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer comment et notre technique et nos concepts sont élastiques, déformables, comment nos concepts et notre technique, dit Freud à Ferenczi, peuvent toujours suivre le cours et les décours de la parole du patient. Parce que moi, Freud, dit-il à Ferenczi dans sa lettre, je n'ai fait qu'énoncer les modalités du tact de manière très prohibitive, très interdictrice, et au fond, ça a donné des effets d'école, ça a donné des effets de suiveur, ça a un peu empêché les gens de s'autoriser à inventer. Et moi, je pense que c'est vraiment très important, si on veut remanier la psychanalyse, si on veut remettre la main sur les concepts psychanalytiques, d'autoriser les cliniciens, les cliniciennes, à ne pas juste suivre la leçon psychanalytique à la lettre, mais à penser l'espace de la cure comme un espace d'autorisation. Autorisation pour le patient, la patiente, à vivre son désir, mais autorisation pour l'analyste à relire un tout petit peu les enjeux de l'interprétation et du transfert de manière ouverte, en fait. Et donc, je fais tout un travail qui s'efforce de penser ce qu'on pourrait appeler, non pas une métapsychologie de l'interdit du toucher qui suivrait Freud, mais beaucoup plus une métapsychologie du tact. Et cette métapsychologie du tact, elle suit encore Freud, mais en le lisant de manière un peu latérale, en le lisant un peu de biais, en allant justement chercher des textes qui critiquent Freud, qui critiquent Lacan aussi, et qui le lisent de manière à partir des marges, en fait. Et donc, je vais chercher Derrida, notamment, Jean-Luc Nancy, qui sont des gens qui ont beaucoup pensé la question du toucher, en fait. Hein. Et Jacques Derrida a écrit un livre absolument incroyable qui s'appelle Le toucher, Jean-Luc Nancy, qui est un livre où Derrida explique que Nancy est le plus grand philosophe du toucher. Et donc il fait une sorte comme ça de fresque monumentale de l'histoire du toucher en philosophie, qu'il adresse aux psychanalystes à la fin du bouquin, quoi. Il dit les psychanalystes de demain devront... alors, une très belle citation de Derrida, je ne sais pas si je l'ai là. Oui, voilà. Non, je l'ai enlevé. Les psychanalystes de demain devront vraiment reprendre en main leur bloc magique et repenser le toucher, en fait. Et ce livre de Derrida m'a beaucoup inspiré avec l'idée que, bien sûr, il ne s'agit jamais de confondre la cure avec un frotti-frotta imaginaire, avec une calinothérapie. Il ne s'agit pas de dire « Allez hop, Freud s'était planté en pensant l'interdit du toucher et on autorise tout le monde à faire touche-touche dans le cadre du cabinet ». Ce n'est pas ça mon idée, évidemment. Mais mon idée, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce que Derrida décrit très très bien quand il va lire Nancy en tant que plus grand philosophe du toucher et en tant que plus grand philosophe du toucher qui pense le corps comme toujours déjà ouvert à la greffe technologique, il dit Derrida. Hein. C'est-à-dire, le corps, pour Jean-Luc Nancy, c'est pas seulement un corps fait de chair et d'os, mais c'est un corps qui est toujours ouvert à la techné, qui est toujours ouvert à la greffe, qui est toujours ouvert à la transformation par le dehors, en fait, par la culture, par ce qui peut, justement, décentrer tout ordre biologico, naturel, binaire des corps. Et donc, ça, je trouve très intéressant pour essayer justement de voir comment est-ce qu'on pourrait repenser une métapsychologie du tact qui ne soit pas une métapsychologie qui interdise de toucher, qui ne soit pas une métapsychologie qui mette en dehors les corps ou qui prennent en dehors les corps de la psychanalyse ou qui prennent pour seule référence un certain type de corps en psychanalyse, un certain type de sexualité en psychanalyse, mais essayer de voir comment, au fond, en psychanalyse, pour le dire d'une formule qui revient beaucoup dans le livre, mais qui me semble assez éclairante, et je trouve que tu l'as utilisée, au fond, on est toujours en train de toucher. On touche toujours en psychanalyse. On touche à l'intouchable du sujet. Toucher à l'intouchable du sujet, on le fait, mais on ne le fait pas n'importe comment. On le fait avec tact. Voilà. Je crois que vraiment, l'idée, c'est de se dire que à chaque fois, pour chaque personne qu'on rencontre, il s'agit de l'entendre pour repérer avec elle où est son point intouchable. Dans quelle mesure il y a dans son discours quelque chose qui
toi tu disais tout à l'heure, qui fait trou, qui fait opacité, qui résiste à se dire, et qui est un point véritablement d'intouchabilité. Bon, ce qui est intéressant, quand on prend le tact donc comme une sorte, au fond, de mouvement spatio-temporel, où il s'agit, pour le dire de manière un peu paradoxale, mais il me semble que cette manière paradoxale de formuler ça nous aide à penser le transfert. Au fond, le tact, pour moi, c'est cette espèce d'espace-temps qui nous permet de trouver, pour le dire paradoxalement, la distance qui rapproche avec le sujet et la proximité qui sépare. Trouver la distance qui rapproche et la proximité qui sépare, moi, il me semble que c'est vraiment exactement l'endroit, le moment où on peut arriver à atteindre, comme on touche terre quand on dit atteindre, le point d'intouchable de chaque sujet. Et donc, toucher à l'intouchable avec tact, c'est intéressant non seulement du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de la métapsychologie, à l'intérieur de la cure. Toucher à l'intouchable avec tact, ça nous permet de repenser la métapsychologie freudo-lacanienne de manière un tout petit peu plus affirmative, un tout petit peu plus ouverte, un tout petit peu plus de manière à nous autoriser à poser des interprétations et à moins suivre des règles d'école d'une part, mais je crois que ça vaut aussi d'un point de vue beaucoup plus large, toucher à l'intouchable avec tact, par rapport à la manière dont on a de lire nos propres textes. Je crois que toucher à l'intouchable avec tact, ça vaut dans la lecture d'un cas d'un sujet, mais toucher à l'intouchable avec tact, je pense que ça vaut aussi pour nos propres théories. Et ça nous fait basculer du côté d'une revendication un peu plus politique. C'est-à-dire que je crois que, au fond, il s'agit toujours de trouver des manières de relire nos théories qui soient un tout petit peu tactiques. Il y a des tactiques de lecture, c'est-à-dire dans le mot, voilà, c'est pas la même étymologie. Je fais un jeu de mots qui ne respecte pas véritablement l'étymologie, puisque d'un côté tactus, c'est le latin du tact, et tactique, c'est tacticon en grec, donc ça veut dire c'est ce qui va organiser les groupes militaires, quoi, la tactique. Mais trouver des tactiques de lecture des textes psychanalytiques, c'est s'efforcer d'aller relire ces textes avec tact pour toucher leurs propres points d'intouchable. Quels sont les points d'intouchable de nos théories psychanalytiques ? Moi, je pense qu'il y en a un qui est central et fondamental, c'est celui qui porte sur la différence des sexes. Et je crois qu'il s'agit véritablement d'avoir le courage d'aller relire les textes de Freud, de Lacan, où on achoppe sur ce truc-là pour essayer de sortir justement du phallogocentrisme dont font preuve ces textes. Et pour ça, dans la dernière partie du livre, j'essaye de relire des auteurs et des théoriciennes qui ont été des tacticiens, je dirais, et des corps et du toucher, et des tacticiens et tacticiennes qui n'ont pas hésité à critiquer la psychanalyse. Et donc, je pense surtout à une grande dame de la clinique psychanalytique qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Luce Irigaray, et qui a écrit un texte fondamental en 1974 qui s'appelle Speculum. Et Luce Irigaray, justement, a toute une réflexion sur le tact. Et elle, plutôt que de penser le tact du côté de l'interdiction, du côté de l'Édipe, du côté du phallus, parce que quand on parle Édipe, phallus, c'est un peu lié cette histoire-là quand même. Eh bien, Luce Irigaray, elle pense le tact du côté des muqueuses. C'est-à-dire du côté de... elle inverse le truc, quoi. On a pensé la sexualité infantile, on a pensé la sexualité depuis le phallus depuis toujours. Eh bien, et si on prenait un autre point de départ, en fait ? Et si on prenait les muqueuses ? Et en fait, les muqueuses, elles partent évidemment de l'anatomie féminine, du sexe féminin, et elle dit, bon, c'est le lieu des muqueuses par excellence, et les lèvres
du sexe des femmes ne cesse de se toucher pour Luce Irigaray. Impossible pour une femme de ne pas se toucher. Mais c'est un toucher où, effectivement, il y a aussi tout le temps de l'écart. Et donc, elle plonge véritablement dans l'anatomie féminine de manière... bon, enfin, ça c'est pas moi c'est pas elle qui le dit, c'est plutôt moi qui la relis comme ça, mais je pense qu'elle elle plonge dans l'anatomie du sexe féminin pour essayer de décentrer le symbolique, en fait, pour essayer de décentrer l'appareil psychanalytique. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant avec Luce Irigaray, parce qu'on lui a souvent reproché d'être essentialiste, d'avoir réduit les corps des femmes à la femme. Bon, effectivement, il y a tous ces biais-là dans les textes. On peut faire cette lecture-là des textes de Luce Irigaray, mais ce qu'il y a de très intéressant dans son travail, c'est quand même cette manière d'utiliser une partie du corps féminin pour s'efforcer de repenser l'appareil psychanalytique. Et au fond, ce que je me dis, moi, c'est que les muqueuses, si on peut repenser le transfert à partir des muqueuses, parce que c'est ce qu'elle fait, elle dit, qu'est-ce que c'est les muqueuses, en fait ? Les muqueuses, c'est l'endroit où, dans mon corps, l'intérieur et l'extérieur circulent. Le lieu des muqueuses, dit Irigaray, c'est le passage du dedans au dehors. Et au fond, en la relisant comme ça, on peut se dire, mais bon, les muqueuses, ça n'appartient pas qu'au sexe des femmes, en fait. Notre corps est tapissé de muqueuses, en fait. Et donc, on peut tout à fait pousser la provocation en allant voir d'autres auteurs, par exemple Guy Hockenheim, Léo Bersani, qui, eux, ont pensé anus contre phallus, en fait. Et donc, on peut comme ça s'inventer toute une politique des corps et du tact, où, au fond, on essaye de relire non plus la sexualité et le désir à partir d'une organisation phallogocentrée, mais à partir des manières dont les corps minorisés, les corps le plus souvent non entendus par la métapsychologie psychanalytique, ou en tout cas les corps qui ne semblent pas pris en compte par une psychanalyse majeure, eh bien, comment ces corps se touchent, comment ces corps ont développé des tactiques de résistance pour s'affirmer, pour trouver d'autres modalités de politiser le désir, en quelque sorte. Bon, et voilà, de cette manière-là, au fond, j'ai été un peu à grands traits, mais on va discuter, je ne vais pas parler tout seul pendant 107 ans, vous avez peut-être des questions, ce sera peut-être plus intéressant de dialoguer, mais il me semble que justement, de ce concept de tact qui apparaît à partir d'un interdit du toucher, si vous voulez, de ce concept de tact qui est une sorte de circonlocution au départ. Qu'est-ce que c'est la circonlocution ? C'est le truc qui vous permet de tourner autour du pot pour ne pas dire. On passe à un concept de tact qui vaudrait comme une sorte de périperformatif, pour le dire avec quelqu'un comme F. Kosowski-Sedgwick. Qu'est-ce que c'est le périperformatif ? Bon, Sedgwick, c'est un concept compliqué, c'est un concept qui, F. Kosowski-Sedgwick, qui est une théoricienne queer, explique que le périperformatif, c'est un concept qui a besoin du performatif. Vous voyez, le performatif, c'est quand dire, c'est faire. Et au fond, Sedgwick dit, le périperformatif, c'est un peu un concept qui est à la périphérie du performatif. C'est quand dire, ça implique de ne pas faire. C'est quand dire, ça implique de ne pas faire au sens où ça produit dans le discours un espace et un temps de réserve. Et je trouve que ça intéressant parce qu'à partir de cette réserve, explique Sedgwick, eh bien, on peut décaler le centre même des performances et du performatif. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire advenir un espace où, au fond, le performatif n'est plus centré, mais va s'intéresser à ce qui se joue dans les périphéries. Et donc voilà, peut-être que l'idée, ce serait vraiment de faire valoir le tact comme un espace de réserve, au sens où l'analyste est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine réserve dans le discours, et de cette réserve peuvent s'inventer des chemins de traverse. Voilà, je terminerai comme ça, si ça vous plaît. Très bien. Merci infiniment, Fabrice, de nous avoir présenté comme ça, d'avoir fait un tour d'horizon des thèses, on va dire,
les plus essentiels de ton livre et d'avoir effectivement parcouru toute cette première partie qui réfléchissait sur ces textes, je dirais, canoniques autour du tact, avec effectivement Freud, Reck, Ferenczi, puis d'être ensuite passé par ce moment aussi qui est quand même fondamental, je trouve, dans ce livre, d'une retraversée de l'histoire de la philosophie. Et à travers l'histoire de la philosophie, quelle est la conception du corps, quelle est la conception de l'âme, de quelle manière on pense un sujet percevant, un sujet souvent actif, et de manière à aussi, ça peut-être on peut le souligner maintenant, de positionner la naissance de la psychanalyse aussi à l'intérieur d'une philosophie du corps, d'une philosophie du sujet, et où d'ailleurs, enfin voilà, Lacan avait été cité comme un anti-philosophe, et qui paradoxalement retourne à Aristote, le philosophe qui a écrit le premier grand texte de psychologie, De Anima, hein, que tu cites, et qui vient au fond donner la base d'une conception de la psychologie humaine qui est toute en activité et passivité, mais qui d'emblée quand même pose quelque part une conception du sujet comme un sujet maître de lui-même, hein. Et là peut-être qu'on retrouve, et on le sait aussi en Grèce ancienne, cette fascination pour ce phallus, c'est-à-dire ce sexe du maître gonflé et prêt à pénétrer ces muqueuses dociles et souvent, je dirais, reléguées dans les marges et qui n'ont jamais le droit à la parole. Donc maintenues dans une position de subalternité, là où toute la pensée, depuis la Grèce ancienne jusqu'à la naissance de la psychanalyse, quelque part, et c'est l'histoire de la philosophie que tu retraces, met en scène, au fond, ce corps du maître, ce corps tumescent, ce corps ayant à maîtriser sa tumescence pour pouvoir conquérir le monde et conquérir les objets de sa concupiscence, voilà, si j'ose dire. Donc c'est vrai que le moment en fait où réémerge à la fin de ce deuxième temps de ta démonstration le discours philosophique pour comprendre, psychanalytique pour contrer ou montrer le dehors de ce discours philosophique quelque part du maître, et donc lui phallogocentré, c'est-à-dire qui fait toujours retour au centre de cette subjectivité, à ce phallus comme devant être maître de lui-même et du sens de ce qui vient le toucher passivement, hein, depuis le début, pour effectivement aller à la rencontre à la fois donc de tous ces intouchables de la pensée, pour ne pas que la pensée du maître soit perturbée, et en même temps pour rouvrir grâce à la psychanalyse, à un dehors de cette maîtrise que effectivement, je trouve, voilà, tu vas chercher de manière extrêmement pertinente du côté d'une articulation, qui peut être surprenante entre effectivement Luce Irigaray, où tu disais d'ailleurs aussi un peu d'une manière paradoxale qu'elle peut nous aider à dépasser la différence sexuelle, même si elle fait quand même une éthique de la différence sexuelle, et que pour elle, alors il s'agit peut-être de la comprendre autrement, de revaloriser ce que c'est que le féminin au-delà d'une binarité comme ce qui serait le non masculin, voilà. Et puis tu l'articules effectivement à la pensée de Bersani aussi, qui m'a paru tout à fait fascinant à penser dans leur dans ce même point pour moi qu'il touche et qu'il faut toucher avec le plus grand tact, justement, c'est ce point, chez Bersani, il va l'appeler de la passivité, de l'objet du désir, de celui qui est pénétré, et plus globalement, on l'évoquait, le ramener à l'ensemble des objets petit a qui correspondent à l'ensemble des trous qui bordent notre corps, hein. Le trou des yeux, c'est aussi une muqueuse, il faut quand même bien qu'on ait un peu de fluide, sinon ça ne va pas. La bouche, le premier, bien sûr, et puis l'anus, mais aussi les oreilles, enfin l'ensemble en fait de nos trous qui nous ouvrent et nous connectent sur le dehors sont des muqueuses quelque part. Et avec ce combat, enfin je pense que tu cartographies entre une volonté de maîtriser ces trous, pour en faire, avec la vision comme étant l'archétype de l'instrument de la maîtrise et de la domination, et de l'autre côté, ces trous qui nous connectent dans un effacement de cette maîtrise, enfin cette tension-là. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai une question en particulier, mais enfin, en tous les cas, voilà, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est
cette mise en avant, en fait, de ce qui doit être à la fois touché avec tact dans cette valence de les objets 1, les trous, les muqueuses sont ce qu'il faut le plus contrôler et en même temps qui sont ces points de jouissance aussi où le sujet, le maître se perd. Oui, tout à fait. Mais merci pour ta reprise, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, bon, c'est modeste, hein, je refais pas une histoire de la philosophie, mais ce qu'on peut se dire en fait, c'est que cette espèce de métapsychologie de l'interdit du toucher, au fond, c'est une mise à distance des corps par le regard. Et il y a des passages très clairs, en particulier chez Lacan, notamment dans le séminaire 11, où il noue vraiment cette mise à distance des corps à travers le regard à la question de transférentiel. Mais au fond, l'idée, c'est de se dire que l'histoire de la philosophie et la révolution à laquelle correspond la psychanalyse à l'intérieur de cette histoire, au fond, ça reste quand même une histoire de la représentation par le regard, en fait, et de la mise à distance et de la maîtrise du monde par un sujet qui ne touche pas, au fond. Et Irigaray m'intéresse quand elle dit mais la caresse, elle est aveugle, en fait. C'est-à-dire que la caresse se passe du regard. Quand on touche un corps, on est à côté du regard. Et au fond, le travail, c'est vraiment celui d'essayer de se dire est-ce qu'on peut penser l'espace de la clinique psychanalytique à côté de cette référence à un sujet pensant qui va mettre le monde à distance à travers la question de la représentation. Et ce qu'Irigaray propose dans ses critiques de la psychanalyse, c'est de dire il ne s'agit pas du tout d'abandonner l'inconscient, il ne s'agit même pas du tout d'abandonner la psychanalyse, mais il s'agit d'aller remettre un petit peu de poil à gratter là-dedans, et dans poil à gratter, oui, bien qu'on touche, quoi, on gratte, quoi, pour essayer de montrer comment, dans leurs articulations théoriques, dans l'usage des métaphores, dans leur grammaire, au fond, aussi bien Freud que Lacan travaillent à partir d'un patouche ou d'une patoute. Et au fond, il y a une sorte de glissement comme ça, qui passe du patouche au patoute. C'est-à-dire que la femme, motus, quoi. On ne peut rien en dire. La femme, l'autre juif, c'est vraiment le séminaire 20, c'est ça, hein, pour Lacan, c'est vraiment le truc. Elle est à côté ou supplémentaire par rapport à l'ordre, à la jouissance phallique. Et en fait, ce que Lucie Irigaray affirme, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, mais peut-être qu'un autre type de pensée est possible à partir du moment où on pense à côté de la représentation par la mise à distance à travers le regard. À partir du moment où on pense à partir, non plus du phallus, mais des muqueuses. Donc, à partir du toucher. Et elle insiste vraiment sur le fait que toucher et tact, c'est synonyme, en fait, en quelque sorte. Et quel est l'intérêt de faire ça? Mais l'intérêt, d'un point de vue vraiment transférentiel, je pense, c'est d'abord, certainement, de nous décaler par rapport à une certaine image du transfert où l'analyste serait un peu comme ça, inaccessible, l'espèce de pythie mystérieuse, intouchable, et qui, de temps en temps, lancerait comme ça la phrase mystérieuse qui donnerait du sens au sens. Bon, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça, être analyste. En tout cas, dans ma clinique, moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus les mains dans le cambouis et en train d'essayer de ne pas faire en sorte que les fils électriques se touchent trop pour ne pas que les gens s'électrocutent, et moi avec, hein, vous voyez. Et il me semble que plutôt que d'avoir cette version du transfert qui vraiment établit une sorte de verticalité, il s'agit de penser le transfert non plus du côté de l'opposition sujet-objet, si tu veux, non plus du côté de l'opposition représentation d'un savoir inconscient à partir des articulations signifiantes, mais beaucoup plus à partir d'une relation où, oui, tu as raison, ce qui est à l'œuvre, c'est une immense, je ne sais pas si c'est le terme de passivité qui est le meilleur, mais en tout cas de porosité qui est à l'œuvre, de vulnérabilité qui est à l'œuvre entre les deux qui échangent des trucs, en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transfert est à penser, à mon avis, à côté de la verticalité
autour de laquelle il est très souvent, il se répète très souvent dans de nombreuses caricatures de cures qui peuvent exister aujourd'hui encore. Et le transfert est vraiment le lieu où, dans l'immanence d'une relation, peuvent advenir des différences. Ça, moi, ça me semble vraiment un enjeu crucial du transfert, c'est-à-dire que c'est une relation singulière entre deux sujets où il n'y a plus sujet-objet, il n'y a même plus représentant-représenté. Il y a une sorte d'élasticité qui se noue entre les deux pour que puisse se dessiner un parcours, en fait. Puisse se dessiner un parcours autour des points intouchables de celui qui vient consulter, quoi, ou de celle qui vient consulter. Donc, il me semble que voilà, l'enjeu de cette espèce de... il s'agit à la fois... bon, enfin, excusez-moi, je continue à être hystérique, quoi. C'est à la fois reconnaître la fondamentale et radicale portée révolutionnaire de l'inconscient. Ça nous aveuglait, on va tous se toucher. Et à la fois reconnaître vraiment la fondamentale portée révolutionnaire de la découverte de l'inconscient par Freud et de sa reprise chez Lacan, et en même temps de se dire que ça n'est pas parce que cette découverte a été révolutionnaire et fondamentale qu'elle n'a pas reproduit malgré elle certains des enjeux qui sont à la base même de la pensée occidentale, en fait. Donc, voilà. Oui. Je ne sais pas si des gens... Oui Vous évoquez un remaniement de la psychanalyse qui vous amène à repenser ce concept de tact et de transfert. Vous évoquez à juste titre la correspondance de Freud et Ferenczi où il est question de l'élasticité du concept. Pour appuyer cette position, on pourrait rappeler que Freud voulait que la psychanalyse soit ouverte à révision, je ne sais plus dans quel texte. Dans la question de l'analyse profane. Et que Jacques Lacan, dans Fonction et champ de la parole, disait que l'analyste, il l'invitait à rejoindre l'horizon de son époque. Absolument. Mais là encore, il est question de praticiens qu'on a suivis dans leur théorie. Et justement, quand on pense à un événement comme le mariage pour tous. Le mariage pour tous, il y a eu vraiment deux clans, pas forcément homogènes, mais de psychanalystes, qui les deux ont brandi des textes. L'un pour dire c'est vraiment pas bien, et l'autre pour dire ça ne pose pas de soucis, les textes n'affirment pas, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plus pertinent dans une perspective critique de ne pas penser la psychanalyse comme une discipline justement homogène, universitaire, mais plutôt en fait de situer les psychanalystes dans leur pratique. Parce que des deux côtés, si on prend la question du mariage pour tous, c'est pas n'importe qui, c'est pas les mêmes convictions. Et je me dis en fait dans cette perspective que même si, comme vous l'avez dit, la politique se retrouve dans la pratique analytique, parce qu'on peut toujours tomber sur quelqu'un de raciste, de transphobe, de bourgeois, je ne sais pas quel biais, quelles interactions il va y avoir, peut-être qu'en fait, donc, la politique se retrouve dans la psychanalyse, peut-être que la psychanalyse, ce travail clinique entre un analysant et un analyste, ce travail de discours sur soi, d'expression du désir, qui, dans ces conditions d'exercice, nécessite la libre expression individuelle, peut-être que la psychanalyse, justement, n'est pas la politique. Et je pense que c'est quand même une distinction qui est importante, parce que aujourd'hui, avec la psychologie scientifique et sous couvert d'un vocabulaire aseptisé, on peut penser à une forme de neutralité absolue et d'interchangeabilité du praticien, alors que rien ne garantit, tout comme pour les psychanalystes qui sont très attaqués, qu'on ne va pas tomber sur justement quelqu'un qui est raciste, sexiste, transphobe, ou vecteur de je ne sais pas quelle violence. Bien sûr. Mais si vous voulez, la question, elle est très intéressante, votre question. On ne peut pas arrêter à la porte du cabinet ce qui se passe dans le champ de la société. Et donc, il est clair que ça vaut pour l'analysant, l'analysante, comme pour l'analyste. Maintenant, moi j'ai l'impression que, effectivement, on peut toujours situer, vous savez, on peut dire, il y a autant d'analystes, il n'y a pas la psychanalyse, il n'y a que des psychanalystes, il y a des exercices de psychanalystes, et c'est du cas par cas. Et on peut dire aussi, il n'y a pas un sujet de la psychanalyse, il y a des sujets de la psychanalyse, et chaque sujet est différent, et la psychanalyse, c'est la science du cas par cas. Bon, formidable.
Et très souvent, c'est une réponse que les analystes font aux déconstructions sociopolitiques que leur discipline rencontre. Bon, moi, l'appel au réel de chaque sujet, l'appel au réel de la cure, il me semble fondamental, et en même temps, ça me semble une bonne excuse pour ne pas réfléchir à situer non seulement l'analyste, mais les concepts analytiques. Et si à partir du moment où on situe les concepts de notre pratique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, tiens, c'est vrai, quand même, quand Lucie Irigaray, elle dit, en fait, la jouissance de la patoute, ça nous ramène quand même, ça nous relègue quand même à un grand silence de la femme sur sa propre sexualité, etc. Bon, en fait, on peut peut-être se dire qu'il y a une sorte de relégation au silence qui s'opère de la part de Lacan dans le séminaire 20 du côté des femmes, qui, effectivement, pose question d'un point de vue politique. Bon. Donc, il s'agit, à mon avis, non seulement de penser le réel au cas par cas, mais il s'agit aussi de penser les enjeux politiques qui sont véhiculés par nos concepts. Parce que si on se dit c'est juste du cas par cas, c'est juste le réel de chaque sujet, en fait, on ne s'interroge plus tellement sur le phallus, la patoute, la castration, l'Édipe. Et en fait, moi, il me semble qu'à partir du moment où on oublie de s'interroger sur la valence politique de nos concepts, dans la technique, ça a des conséquences. Je vous donne un exemple très très concret. Mettons que vous êtes un analyste et que vous avez en tête, comme ça arrive encore beaucoup trop souvent aujourd'hui, que transidentité égale psychose. Et que ça, c'est une position métapsychologique pour vous. Parce que vous avez appris que par rapport au stade du miroir, certains sujets n'ont pas une image du corps bien constituée, et que donc, effectivement, on peut s'apercevoir qu'au niveau du nouage qui s'opère entre imaginaire, symbolique et réel, là, il y a un truc qui n'a pas marché, et que donc, selon vous, il y a eu forclusion du nom du père, et que donc, selon vous, quelqu'un qui voudrait, comme ça, intervenir sur le réel du corps, ce sont autant de choses qu'on peut lire dans des textes cliniques publiés récemment, hein. Ça veut dire que quand même, il y a un problème par rapport à l'image du corps, et s'il y a un problème par rapport à l'image du corps, on est quand même plutôt du côté d'une schizophrénie. Ça a des conséquences très graves dans le suivi de la cure que vous avez avec un sujet. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, déconseiller cette personne de se faire opérer, alors que ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle veut se faire opérer, en fait, et que c'est important pour elle. Et ça, si vous voulez... ça s'appelle situer ces concepts. C'est-à-dire que moi, je pense que cette équation-là, entre psychose égale... transidentité égale psychose, elle est intenable, en fait. Et ça, je crois que c'est très politique de dénoncer ça. Et je crois que ça passe par une situation de nos concepts, en fait. Et si on n'a pas le courage de situer nos concepts en disant « Ah, mais la psychanalyse, c'est le cas par cas, et le réel de la cure, c'est vraiment différent à chaque fois », eh bien, en fait, on reproduit exactement l'erreur que Frédéric pointait tout à l'heure de l'histoire de la philosophie, on reproduit le phallogocentrisme de l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que sous couvert de neutralité, ou c'est même plus de la neutralité à ce moment-là, c'est juste sous couvert du cas singulier, de la singularité du cas par cas, eh ben en fait, on ne change rien à la discipline et on reste sourd. Moi, je crois qu'il y a vraiment un travail très politique de reprise en main, de remaniement de nos concepts, à opérer si on veut être à la hauteur de la subjectivité de notre époque et du temps. Et je pense que c'est exactement ce que tu soulignais dès le début. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? Comment on entend surtout ? Et quelle est la nature du transfert si précisément on a déjà toutes ces idées en tête et qu'on va toujours interpréter à l'avance selon les coordonnées des concepts à partir desquels on écoute. Et en plus, si on se saisit du cas par cas et du singulier pour dire on n'a pas besoin de lire tout le champ de la littérature trans pour pouvoir quand même savoir ce que disent les gens qui s'intéressent dans leur corps, dans leur chair et dans leur vie à cette question, on est quand même dans un problème. Je veux dire, où on se dit qu'on peut se dispenser de s'intéresser à toute la production théorique et discursive que la personne ou la communauté à laquelle appartient la personne est en train de produire. Et donc, du coup, on s'économise beaucoup de travail, certes, mais effectivement, même s'il reste l'idée du cas par cas, l'appareil conceptuel, lui, ne bouge pas, en fait. Oui.
C'est-à-dire que, si vous voulez, très souvent dans les écoles de psychanalyse les plus ouvertes comme ça, on a effectivement politisé, on s'est aperçu que oui, il y avait des normes qui agissaient sur le corps, et alors on rabat ça très souvent du côté de l'imaginaire, et puis après on s'est aperçu que effectivement, peut-être l'ordre symbolique, il fallait aussi voir les limites de sa portée universelle, et que donc c'était un truc un peu qui était politisable aussi. Moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut politiser le réel. Le réel du corps, c'est politique, bien sûr. Même si c'est un point d'impossible, même si c'est un point d'intouchable, même si c'est un point de résistance au discours, ça n'est pas pour autant que ça n'est pas un enjeu politique. Et justement, dans le prolongement, dans le but de situer ces concepts, est-ce qu'il est souhaitable, selon vous, de faire de cette clinique mineure une école, c'est-à-dire de l'institutionnaliser finalement? Merci pour cette très belle question qui est la question à laquelle je réfléchis et j'espère vraiment pouvoir continuer de réfléchir le plus possible à l'avenir, qui est celle de la formation d'analyste au XXIe siècle. Comment devient-on analyste à partir du moment où on a des discours critiques qui ont remis en cause les tenants et les aboutissants de la discipline, qui ont méchamment critiqué certains des représentants les plus connus de la discipline, et à raison. Et comment est-ce qu'on transmet le désir de l'analyste, le désir de ce savoir singulier-là, en respectant les spécificités d'une pratique qui est effectivement très originale, qui est effectivement très singulière, qui est effectivement aussi qui mérite le tact nécessaire pour justement faire preuve de discernement le plus fin possible pour chaque cas différent. Je n'ai pas de réponse à cette question. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que je crois que le système des écoles et de transmission de savoir autour d'un maître, il est bel et bien terminé. Et je crois que le XXIe siècle a vraiment besoin d'un autre type de transmission du savoir analytique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus penser la clinique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus penser nos concepts, mais je crois qu'il s'agit vraiment de réinventer les manières de transmettre notre travail. Ça, c'est certainement pas moi qui vais le faire tout seul, vous voyez. Mais ouais, il faut qu'on y pense ensemble. Absolument. Questions, ça peut être des commentaires, ça peut être des questions latérales. Peut-être aussi d'ailleurs sur le Zoom, si des gens... Ah, et ben voilà, Marie... Eh bien, si tu veux prendre la parole, est-ce que tu entends? Oui. C'est OK, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous écouter. J'avais une question qui n'est pas en fait très éloignée de la question que je viens de vous poser. C'est celle de la réception de votre travail dans le champ psychanalytique et surtout au-delà des collègues qui partagent vos convictions et celle de la nécessité de cette réinvention. Comment ça a été reçu par... alors bon, moi je parle depuis ma position plutôt de chercheuse en littérature qui a observé comment la psychanalyse est mobilisée pour regarder la littérature. J'ai notamment assisté au congrès de l'école de la cause freudienne où Paul Preciado a fait son discours que l'on connaît, voilà. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup marqué cette expérience et je voulais savoir, de votre point de vue, depuis l'intérieur du champ psychanalytique français, où on en est de ces questions-là, comment c'est reçu, est-ce qu'on arrive à parler de ces choses-là au-delà de nos chambres d'écho respectives, enfin voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre question. La réponse est un petit peu dans la question. Comment mon travail il a été reçu depuis... Enfin, alors, Tact, il vient de sortir, donc je ne sais pas comment il va être reçu. Lui-même, celui d'avant, je pense. En tout cas, ce que j'essaye d'un peu incarner dans le champ de la psychanalyse, ça a permis, d'un côté, pour beaucoup de gens, de rendre possible des choses, je crois, de se dire, tiens, on peut articuler les concepts de cette manière-là.
moi, j'essaye, en tout cas, dans mon écriture, d'être le plus proche des textes possible, le plus rigoureux dans mon articulation, et le plus... oui, enfin, vraiment, moi, j'ai un souci quand j'écris, c'est essayer de penser aux cliniciens et aux cliniciennes, en fait. Beaucoup plus que, même si les textes sont parfois théoriques, et que, bien sûr, parce que, enfin, moi, je pense qu'il faut... on a besoin de textes compliqués et théoriques, parce que ce qui se joue dans le cadre d'une cure, c'est compliqué. Il faut que la pensée soit un peu complexe, parce que ce qu'on a entre les mains quand on s'autorise à être analyste pour 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 personnes, c'est très compliqué. Donc, mieux vaut faire un effort de complexité. Et il y a des gens qui ont reçu mes travaux, qui reçoivent mes travaux comme une autorisation, à nouveau. C'est-à-dire une autorisation à penser de manière critique, tout en gardant vivant un désir pour une pratique. Donc on peut être... enfin, moi j'aime beaucoup la figure de la bande de Mébius et de la torsion en fait de la bande de Mébius, où au fond on est d'un côté un pied dans la clinique et de l'autre un pied dans la critique. Et la critique et la clinique s'articulent tout le temps l'un avec l'autre. Évidemment, je pense qu'il y a des gens qui estiment que ce que je propose, c'est pas comme ça, que c'est pas de la vraie psychanalyse, que c'est un truc beaucoup trop... Alors, oui, enfin, je vais pas faire la liste des critiques. C'est-à-dire, je sais pas bien, enfin, je m'en fous un peu, en fait. Si les gens... enfin, je veux dire, je m'en fous un peu. C'est dommage, quoi, mais j'essaye... enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que... voilà, j'essaye de dialoguer avec les gens, et puis il y a des gens pour qui la version majeure de la psychanalyse doit rester ce qu'elle est. J'ai l'impression que Freud, comme Lacan, étaient des grands minoritaires, en fait. C'est-à-dire que quand Lacan fait retour à Freud, et qu'il est excommunié, parce qu'il fait des séances brèves, parce qu'il se dit, tiens, il y a un temps logique dans l'inconscient qui n'est pas un temps chronologique, tiens, on va écouter non plus du côté de la signification, mais du côté du signifiant. Bon, tout ça sont des créations extrêmement minoritaires. Et moi, je crois... je crois pas du tout que je suis à la hauteur d'un Freud ou d'un Lacan, mais par contre, je pense que c'est important dans nos travaux, à chacune, de leur rendre l'hommage de la prise de risque enfin, de la même manière, je veux dire, quand Lucie Rigaray publie Speculum en 1974, elle se fait jarter, virer violemment avec perte et fracas de l'université de Paris 8, de l'école de Lacan, elle est vraiment mise au banc de la société. Bon, c'est quelqu'un qui ose contrarier la version majeure du savoir psychanalytique et de l'interprétation de l'inconscient. Moi, il me semble que, voilà, on a tout intérêt à prendre ce risque-là. Et moi, si je peux ajouter quand même un point aussi qui me semble absolument essentiel avec la publication de ce type de livre, c'est que ça va permettre justement de corriger en partie le type de transfert négatif que peuvent avoir tout un type justement de populations minorisées ou racisées qui, en même temps, auraient envie de retrouver un espace analytique qui est un espace précisément quand même qui est au-delà de ces normes, de ces protocoles, de ces quantifications, etc., mais qui bute sur l'obstacle de cette psychanalyse en mode majeur qui a effectivement énormément manqué de tact à leur égard. Donc de ce point de vue-là, je crois que ne serait-ce que ça, de pouvoir raviver la flamme d'un désir pour l'analyse en direction de populations qui, d'ailleurs, Jean Alouche le disait aussi, sont celles qui pensent le plus profondément l'érotologie aujourd'hui, oui. Puisque précisément leur sexualité n'est pas une sexualité qui est d'emblée immédiatement acceptée, dite normale, etc. Donc du coup, des questions fondamentalement psychanalytiques se posent pour toutes ces communautés, et en même temps, si les discours majoritaires ne sont pas déconstruits, ou en tous les cas relancés, remaniés, effectivement, je pense que le d'une relance, d'un remaniement, me paraît fondamental sur ce point, parce que
Parce qu'effectivement, la chose aussi précieuse de ce livre, c'est vraiment de nous dire, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, en fait. Ce qu'on veut, c'est maintenir la psychanalyse vivante, mais comme l'a fait, effectivement, comme le disait Fabrice, Lacan, en fait, qui n'a cessé sa vie durant. Et d'ailleurs, il avait une phobie de la publication, parce que presque ça figeait trop sa pensée. Donc, le séminaire n'a fait que renouveler perpétuellement l'ensemble de ses concepts. Et puis, dès qu'il arrivait à un point d'impasse, un point de butée, dès que un nouveau discours lui paraissait intéressant pour relancer sa propre appréhension de ce qui se passait dans la clinique, il n'hésitait jamais, en fait, à se dédire et à inventer des nouveaux concepts, à inventer une nouvelle clinique. Ça finira avec les neuroborroméens, avec la topologie, mais on pourrait faire toute une évolution de cette pensée de Lacan en mouvement, là où effectivement les écoles lacaniennes orthodoxes à la fois se revendiquent de Lacan, mais pas de son geste. Ils se revendiquent de son œuvre figée, mais pas de la vitalité dont a fait preuve Lacan lui-même et de la profonde hétérodoxie que ça requiert, donc de cette position minoritaire, où effectivement, en plus, Lacan s'est quand même vécu assez souvent comme un rejeté. Enfin, je veux dire, il s'est comparé quasiment à Spinoza, quoi, au moment où il s'est fait exclure de l'IPA. Donc, ça, c'est vraiment très très important, effectivement. Quand je dis il s'agit de repenser les modalités du transfert à l'intérieur de la cure, il s'agit de repenser les modalités et les tactiques de lecture et donc d'interprétation à l'intérieur de la cure, ça vaut toujours aussi, enfin c'est toujours pris sur la bande de Mébius, ça vaut toujours aussi par rapport à ce que représente la cure dans le champ public, quoi. C'est-à-dire que le transfert, bien sûr que c'est ce qui tient à l'intérieur de l'analyse, à l'intérieur d'une cure, mais le transfert, c'est ce qui vaut aussi vers la discipline, quoi. Et donc, effectivement, à partir du moment où on essaye de repenser ce qui se joue dans la cure, il y a quelque chose qui se rejoue à l'extérieur de la cure. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en France, alors peut-être que j'ai trop d'espoir, mais enfin, il me semble qu'avec pas mal de camarades, là, tu parlais de Tammy Ayouch, on pourrait évidemment parler de Laurie Lofer, de Sylvia Lippi, de Sophie Mendelssohn, de Livio Boni, enfin, j'en oublie certainement. Voilà, il y a quand même quelque chose, enfin, toi, Frédéric aussi, ben voilà. Il y a certainement quelque chose de l'ordre d'un renouveau de ce savoir. En tout cas, il y a véritablement l'idée qu'on peut remanier la discipline, marcher main dans la main avec cette discipline, sans oublier de lutter et de marcher main dans la main pour les combats qui peuvent se situer ailleurs que dans la discipline, d'ailleurs. Donc, de descendre dans la rue pour militer, pour faire d'autres choses. En tout cas, moi, c'est la position que j'essaye de défendre. Oui. Bon. D'autres questions ou... Un mot de la fin pour toi, Fabrice ou... Bon, peut-être qu'on a... Moi, je pense qu'on a dit 2-3 trucs qui me semblent tout à fait... correspondre à ce que j'ai essayé de mettre en place. Je crois que oui, l'idée c'est peut-être aussi de se dire, enfin j'associe avec ce que vous disiez par rapport au transfert vis-à-vis de la discipline, mais peut-être au fond au-delà de ça, quoi. L'idée c'est peut-être de trouver des manières contemporaines, peut-être même en dehors de la psychanalyse, de s'adresser à l'autre avec tact, justement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où pour se faire entendre, il faut beaucoup gueuler, il faut beaucoup avoir la punchline qui claque, il faut beaucoup s'époumoner. Et je trouve que, voilà, essayer de réfléchir à comment on peut s'adresser les uns aux autres et se toucher les uns les autres et continuer de se toucher les uns les autres avec tact, c'est une perspective qui, moi, me réjouit. Bon. Et c'est vrai que moi, l'image, moi, souvent, qui me vient, je ne sais plus, parce que je crois que c'est Lacan, mais je ne suis pas sûr, de dire que, justement, l'analyse doit toujours s'efforcer de faire la paire, en fait, vis-à-vis de son analysant, de comprendre qu'est-ce qui va faire le bon partenaire pour l'analysant, pour la cure, quasiment comme pour moi, un musicien d'impro qui va
pouvoir écouter la petite musique que fait l'autre pour pouvoir s'ajuster, justement se faire reprendre ce pas de danse pour que ça soit pas deux positions figées, mais que la position de l'analyse s'adapte petit à petit à mesure qu'ils se disent ah là comme ça, je fais bien la paire avec l'analysant pour que précisément le processus de l'analyse puisse se dérouler au mieux et toujours vigilant de l'endroit où il peut y avoir les courts-circuits, il peut y avoir du blocage, il peut y avoir un début de contre, quelque chose qui pourrait interrompre. Et donc être toujours, pour moi, hyper vigilant à ça, être placé pour faire cette paire. Et c'est Jacques Nassif qui revenait dessus en disant, donc moi, voilà, réveiller le désir pour l'analyse du côté des analysants, pour que les analysants, en fait, peut-être sauvent la psychanalyse de son ronron, que ça soit les analysants avant, que ça soit les écoles de psychanalyse. Et puis il disait, est-ce que finalement, aujourd'hui, ce modèle de couple que forment l'analyste et l'analysant, qu'est-ce que ça nous dirait aussi du couple d'aujourd'hui? Comment faire couple? Et quelle est la singularité de ce couple que forment l'analyste et l'analysant, avec en son centre effectivement ce tact, cette élasticité, cette attention au transfert, cette attention à la singularité de l'autre. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire aussi de cet amour de transfert, de se faire couple aujourd'hui au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, faire la paire, et qu'est-ce que la psychanalyse remaniée a à nous dire de ce couple-là? Donc pas l'un tout seul face à des standards, mais cette matrice du deux en fait. Donc du coup, de quelque chose quand même qui maintient le deux. Et pas l'un tout seul. Mais... Oui, enfin après tu vois, je sais pas si... Oui, bien sûr, enfin, mais c'est un deux, non, enfin je pense que c'est ni un ni deux, c'est multiple. Enfin, j'ai toujours la phrase de Deleuze et Guattari, qui disent, on avait écrit l'anti-Édipe à deux, comme chacun d'entre nous était plusieurs, ça commençait à faire beaucoup de monde. Donc je pense que c'est même une possibilité de travailler les multiplicités à partir aussi de la relation analytique. Bon, eh bien écoutez, je vous bonnes vacances. Merci infiniment, Fabrice, d'être venu nous présenter TACT. Merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir affronté la chaleur. Et puis donc je vous dis à l'an prochain pour une 5e année du séminaire Décoloniser l'inconscient, qui va sûrement aborder la question justement de la différence sexuelle, du féminin, de l'écriture féminine, de ses liens potentiels avec la mystique. Donc toute une histoire de la psychanalyse et de cette question difficile, complexe du féminin, reprise par le féminisme, etc. Donc je vous enverrai, je pense, d'ici septembre, octobre, un programme un petit peu plus affiné autour de cette question, qui reprendra le travail certainement canonique d'une universitaire américaine, Amy Hollywood, qui a écrit un livre qui s'appelle Sensible Ecstasy et qui refait l'histoire du féminin dans la pensée française du XXe siècle. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et je vous dis donc, surtout, voilà, bonnes vacances d'abord et avant tout, et à très bientôt. Merci à